Tu vois? Extra. Mais elle est brave. Le lundi matin, quand j'ai vu qu'il y avait des pots qui partaient, qui se soulevaient, j'ai dit bon, maintenant il faut que j'enlève ça. De toute façon, je voyais comment cette soupe, et après il y a tellement qui était nécrosé que j'ai dit ouais, bon, bah c'est bon quoi. C'est l'info improbable. C'est même carrément un mythe qui s'écroule. Le monde vétérinaire est au bord de la crise de nerfs. Exactement, ouais. Un des métiers les plus roudoudous qui existent, c'est minet, c'est toutou, prend des allures de cauchemar. C'est un phénomène mondial. La Suisse n'y échappe pas. Et puis ça a commencé, elle a commencé à se lécher en fait. Quand j'ai fait mes études, on n'avait pas de cours sur gérer le personnel, gérer les émotions des clients, comment réagir face à quelqu'un qui n'est pas content, quelqu'un qui est en détresse, parce qu'on a beaucoup ça pendant les journées. Comment gérer une entreprise aussi, tout basiquement. Ça, nous, on apprend sur le tas. Mais c'est un peu dans la douleur, parfois. 2016, oui, ça fait 8 ans. Hein. Ouais, il aura 9 dans 2 mois. Lui, il commence à faire un peu pipi partout, mais je sais pas pourquoi. Et c'est sûr que c'est lui? Oui, oui. Il n'a pas mal quand il pisse? Il se plaint pas, il pisse? Non. Il fait son affaire? Il mange, il boit, tip-top, il dit rien. Les difficultés poussent toujours plus de vétérinaires dans le doute, parfois dans l'abîme. Il dit rien, il mange. Arrêter la profession, oui. Bien sûr. Puis je l'ai entendu souvent autour de moi, d'en avoir marre. Et puis aussi plusieurs fois d'écrire, d'attendre du soutien, de demander de l'aide. Et puis quand cette aide ne vient pas, après c'est dur parce qu'on a l'impression d'avoir assumé. On voit un problème, on demande l'aide, on propose des solutions. Puis s'il n'y a rien qui se passe, c'est dur. Vanozza Gauthier, divorcée et mère de 2 filles, dirige depuis 6 ans un cabinet vétérinaire au cœur des Chalands, dans le canton de Vaud. Ouais, je vous appelle pour raclette. Je voulais savoir si vous avez changé de nourriture récemment. Ouais. Voilà. Rapidement, le cabinet fait carton plein. Et rapidement, Vanozza doit batailler avec son rôle de chef d'entreprise. Elle n'a pas précisé l'année non plus. Est-ce que 3 autres? C'est une partie qui est importante et qui m'intéresse moins en fait. Moi j'ai fait des études pour soigner des animaux. C'est un métier en soi et puis il faut définir des priorités, gérer, il faut les stratégies. Voilà, moi on va voir le comptable, les bilans et tout ça. Je fais vraiment confiance. On apprend à déléguer parce qu'on fait confiance. Il faut jongler avec tout ça. Et moi je trouve que c'est pas facile, et c'est en plus de notre quotidien de vétérinaire. La double casquette n'est qu'une première alerte. Il va y en avoir beaucoup d'autres, jusqu'au jour où Vanozza craque. C'était en plein Covid, donc il y a déjà un climat qui est assez anxiogène de manière générale. On a des employés malades, des employés cas contact, des employés qui ont des proches malades, donc il fallait réorganiser tous les 2-3 jours les équipes. Alors ça a joué parce qu'on est beaucoup. Arrive un week-end de garde. Première nuit, je suis réveillée à 3h du matin par un téléphone. Et la nuit suivante, rebelote, de nouveau un téléphone en pleine nuit, et j'ai vécu le décès d'un chien en fait en live. L'animal est décédé pendant que j'étais au téléphone avec la dame. Alors, se rendormir après ça, c'est compliqué. Le lundi, travail toute la semaine. Après, il y a eu une broutille, je dirais. Et 24 heures après, clac, là, je me suis dit, ça va plus, je me suis effondrée. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, vous êtes effondrée? Peur de la vie, des larmes toute la journée. J'étais vraiment en détresse, mais vraiment, vraiment pas bien. Changement de programme. D'accord, c'est parfait. Vanozza, c'est la chronique d'un naufrage annoncé. La vie de vétérinaire, ce sont les gardes, les urgences, ce sont les consultations et les opérations. En moyenne, 50 heures de travail par semaine. Voilà, ça s'est calmé au niveau de l'inflammation parce c'était quand même pas très joli, hein. En plus elle grattait. Voilà. Quand j'ai commencé mes études, j'avais une image de héros aux blouses blanches avec les petits animaux mignons. Alors bien sûr que c'est ça, c'est beaucoup ça, mais on a beaucoup d'autres contraintes qu'on ne s'imaginait pas quand on faisait des études.
Nastia. La profession est dans la tourmente. Parmi les quelques 3200 vétérinaires suisses, essentiellement des femmes, ils sont nombreux à tirer la sonnette d'alarme. Ils évoquent le surmenage, les heures supplémentaires, le stress, les relations avec les clients péjorées, la vie de famille impactée. Ça fait beaucoup. En Suisse, les données précises sur ce mal-être manquent. C'est donc en France que nous allons les chercher. Cap sur Lons-le-Saunier dans le Jura, plus précisément dans la clinique de la doctoresse Crène. Déjà bien occupée entre ses consultations et les opérations, elle préside en plus Veto Entraide, une association qui apporte un soutien aux vétérinaires en détresse. Ce réseau a été créé il y a une vingtaine d'années, suite à un phénomène a priori inimaginable, une vague de suicides dans la profession. Dans l'imaginaire collectif, le métier de vétérinaire, c'est un métier qui fait rêver, qui suscite les vocations chez les enfants. Et après, effectivement, il y a la réalité du métier. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des vétérinaires en burn-out ? Quels sont les facteurs de stress professionnel ? Quelle est l'influence des facteurs de personnalité ? Face au désarroi qui mine la profession, Veto Entraide et l'Ordre national des vétérinaires ont commandé une grande étude sur la santé au travail des confrères. C'est l'Université de Bourgogne qui a mené l'enquête. Et les résultats sont tombés il y a 2 ans. Ils sont flippants. L'étude met en évidence un épuisement professionnel majeur et un découragement face à un public toujours plus exigeant. Ces données vont dans le même sens que dans des études faites en Grande-Bretagne et en Allemagne notamment. Le burn-out fait partie intégrante des difficultés de la profession. Enfin, c'est vraiment une part qui est très présente quand même dans la profession. Point particulièrement sensible, les pensées suicidaires sont également analysées dans l'étude française. Ça nous a permis vraiment avec cette étude de se rendre compte que dans les semaines qui ont précédé l'enquête réalisée, il y avait un quart des vétérinaires qui ont eu des idéations suicidaires, soit de manière fréquente, soit de façon très occasionnelle, mais c'est quand même quelque chose qui est présent chez un quart des vétérinaires. C'est de l'autre côté, je vais le tenir. Comment imaginer qu'un vétérinaire sur 4 a déjà envisagé de mettre fin à ses jours ? La profession est-elle à ce point au bout du rouleau ? L'étude a pris en compte plusieurs facteurs de stress, parmi lesquels, et ce sont les plus importants, l'incidence du métier sur la vie privée, le morcellement du travail, c'est-à-dire le fait d'être constamment interrompu dans sa tâche, et surtout la peur de commettre une erreur. 3 facteurs vécus comme des bombes à retardement par la profession. Mais il est une autre donnée avancée par l'étude française et qui fait froid dans le dos. On va laisser un tout petit coup sous oxygène quand même. On estime qu'il y a 3 à 4 fois plus de suicides chez les vétérinaires que dans la population générale. Et ça, effectivement, c'est une alerte sur la santé mentale dans la profession vétérinaire. 4 fois plus de suicides que dans la population générale. L'estimation a choqué, sans vraiment étonner. Le suicide des vétérinaires a fait l'objet d'études dans d'autres pays, des États-Unis à la Belgique et la Norvège. Partout, on retrouve cette proportion particulièrement élevée de passage à l'acte. Le phénomène semble planétaire. Et qu'en pensent les vétérinaires suisses ? Est-ce un mythe ou une réalité ? Un petit claque comme nous, un claquage. C'est une réalité. C'est une réalité. Moi, je travaille depuis 2007. J'ai été confronté plusieurs fois, pas des proches directs, mais des connaissances qui se sont suicidés, des vétérinaires. Depuis janvier, il y a 2 vétérinaires à ma connaissance qui se sont suicidés en France. Une personne était dans mes contacts Facebook. C'est une réalité. Et je ne suis pas très à l'aise pour en parler, mais je crois que c'est bien d'en parler. Bonjour. Dans le milieu, Benoît Grosmersch est presque une figure. Un lanceur d'alerte, pourrait-on dire. Belge d'origine, valaisan d'adoption, il a repris un cabinet vétérinaire à Sierre. Face à la sinistrose dans la profession, il se démène.
Courrier aux autorités vétérinaires, soutien aux collègues en détresse, il multiplie les démarches. Voilà. Alors. Et puis après, quand il sera, on lui fera le test. Moi, j'aime vraiment mon métier, j'aime ma profession et j'aime mes collègues. Et puis de voir tous les collègues il y a un effet domino quand les gens tombent en burn-out, sont 6 mois à l'arrêt. C'est 6 mois des animaux qui ne sont pas soignés. Ça veut dire que c'est des autres collègues qui doivent les remplacer, notamment pour les gardes. Pour bien soigner des animaux, il faut des bonnes connaissances, il faut de l'expérience, il faut une bonne technicité, mais il faut aussi être bien soi-même, être en bonne forme physique. C'est un métier éprouvant physiquement, mais aussi, donc c'est important de faire du sport, d'être en bonne santé mentale. On travaille énormément. Alors bien sûr, il y a d'autres professions où ils travaillent énormément. Je peux pas, mais nous, on travaille, et puis c'est de nuit, de jour, toute l'année. Et année après année, c'est des tas de moments que nous, on ne passe pas avec nos familles, avec nos proches. C'est des moments où on est au travail. Et puis petit à petit, ça crée des fracas dans nos vies privées. Même lui, Benoît, a fini un jour par flancher. Il y a quelques mois, il s'est retrouvé à l'unité de psychiatrie de liaison de l'hôpital du Valais. Petit à petit, j'ai pris une psychologue qui m'a soutenu. Et puis ça, je pense qu'il faut qu'on brise ces tabous. On est en 2024. Il vaut mieux aller voir un psychologue quand on va bien, mais qu'on sent que c'est un petit peu tendu, que quand on est au fond du trou. Et puis là... Elle vous a aidé, hein? Bien sûr. Sur des conseils, bien sûr, oui. Vous avez l'impression que votre vie professionnelle, mais pas seulement, vous échappait, quoi. M'échappait, ou des considérations par rapport au travail où je ne voyais plus comment avancer. C'est d'avancer, de bien avancer dans le bon sens par rapport à des situations où je n'avais pas la maîtrise, ouais. La santé mentale, moi j'ai un peu mal à l'aise d'en parler parce que c'est difficile de caractériser. On peut pas prendre un thermomètre et dire 38,7 ou voilà, bonne santé mentale. Pour moi, c'est vraiment un enjeu de notre profession actuellement. J'ai des copains d'études qui ont passé à l'acte. Si on ne sait pas s'entourer, mettre des limites, aller voir quelqu'un pour s'aider, et on reste tout seul dans des situations dans lesquelles j'étais, moi je pense qu'on peut se faire du mal. Je viens d'une famille, mon père était psychiatre, ma mère était infirmière et ensuite thérapeute avec les enfants. Donc je viens d'une famille où on va chercher de l'aide, où c'est accepté d'aller chercher de l'aide quand ça ne va pas. Je pense que certaines personnes n'ont pas appris ça. Et là, ça devient dangereux, je pense. Oui, comme on l'a gardé 2 jours, là, on avait mis un peu d'eau. Impossible de savoir combien de vétérinaires se suicident en Suisse. Et la statistique est difficile à tenir, le suicide ayant des origines multiples. Malgré cela, l'étude française dissipe toute ambiguïté. Oui, à ce moment-là, la pâte supporte là. Et puis il a été mesuré pour chacun des facteurs de stress professionnel, en quoi ça influe sur les idéations suicidaires. Et il y a aussi bien sûr les facteurs de personnalité. Mais on voit, et l'étude le montre, que quel que soit le sens du problème qu'on prend et quels que soient les facteurs de personnalité, c'est avant tout les conditions de travail, les facteurs de stress professionnel qui sont à l'origine, pour la plus grande part, du burn-out et des idéations suicidaires chez les vétérinaires. Avant, en tout cas, les facteurs de personnalité qui y contribuent, mais c'est avant tout le travail qui rend malade et qui tue. Nous voulions donner la parole à Olivier Glardon, président de la Société vétérinaire suisse, qui admet sans difficulté le mal-être dans la profession. Depuis 1 an, ses services ont d'ailleurs mis en ligne un numéro d'urgence pour vétérinaires désemparés. La question du suicide, en revanche, met le président dans l'embarras, comme il nous l'a fait savoir par courrier. Concrètement, un tel reportage n'apportera non seulement rien, mais va stimuler encore plus de vétérinaires à envisager un suicide. Je parle là très sérieusement et par expérience. Je vous prie instamment de renoncer à ce sujet. Dans le cas contraire, je me réserve le droit d'annuler l'interview. Devant notre insistance à parler du suicide, Olivier Glardon a annulé l'interview.
Avec ou sans médiatisation, les suicides de vétérinaires existent. Le phénomène est observé plus attentivement depuis le début des années 2000. Pour Wolfgang Übersachs, c'est à n'y rien comprendre. Lui se revendique comme un vétérinaire heureux. Il est 7 h du matin, dans une banlieue cossue de Genève. Le vétérinaire et son équipe sont déjà au taquet. Alors ça va se passer comme ça. Donc maintenant, on va la brancher à la machine à narcose. On va la tondre. D'ici 20 minutes, 25 minutes, on va commencer à opérer. 1 heure après, on aura terminé. Et puis, dans 1 heure et demie, vous pouvez donner un coup de fil. C'est encore, maintenant, je peux dire, c'est un métier de rêve. Et c'est ma vie. Je vis le métier et je ne pourrais pas faire autre chose. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Après des études et quelques années de pratique en Suisse alémanique, Wolfgang traverse la Sarine. Et voilà, installé dans son cabinet genevois, il enchaîne depuis 38 ans les tête-à-tête avec des becs et des museaux. 38 ans qu'il a le sourire, 38 ans qu'il s'éclate, on vous l'a dit, un vétérinaire heureux. Bon, mais il a un cataracte, début de cataracte des 2 côtés. Alors bien sûr, il ne nie pas la problématique des suicides. Il a lui-même connu plusieurs confrères qui sont passés à l'acte, mais sa vision est plus pragmatique. En fait, vous avez une explication, vous, assez simple pour expliquer le taux de suicide chez les vétérinaires. Oui, j'ai une explication, pas que pourquoi les vétérinaires se suicident plus que d'autres, mais ils ont beaucoup plus de facilité de le faire que tous les autres, parce que le vétérinaire, c'est le seul métier en Europe, on peut dire, presque au monde, qui peut s'acheter le produit pour faire des euthanasies. C'est ce que vous avez dans les mains. C'est ce que j'ai dans les mains. Et si vous faites ça 4 à 5 fois par jour, vous perdez la peur de la mort. Vous voyez que ça se passe très bien. Et c'est pour ça, je pourrais m'expliquer que les vétérinaires se suicident plus souvent que d'autres, parce que ceux qui ont une tendance au suicide savent comment le faire. Ça sera surveillé, si jamais ça revient, donc n'hésitez pas à faire des vidéos. Éventuellement, vous pouvez toujours nous les envoyer par mail. Les caractéristiques et les difficultés inhérentes au métier sont aggravées par un phénomène plus vaste, un vrai phénomène de société qui s'est amplifié ces dernières années, le changement de statut de l'animal. Près de 50% des ménages suisses possèdent un compagnon à 4 pattes qu'ils considèrent souvent comme un membre de la famille. L'appartement est une garderie. On est 7, avec 6 chiens. 6 chiens et moi, ça fait 7. Les animaux, ils te donnent tout. Ils te donnent tout, ils t'engueulent pas. Ils sont toujours contents, même si tu les engueules. Ils sont toujours contents et c'est vrai que j'ai beaucoup plus d'approche avec les animaux. Maintenant que pourtant j'ai 8 petits-enfants. J'ai 3 enfants. Mais maintenant que j'ai plus personne à la maison, voilà. Moi, j'ai eu des enfants. Les enfants, ils s'en vont de la maison. Le chien, il reste, c'est comme mon enfant. Peut-être mieux, pire. Un petit jouet pour elle, parce que là, elle les détruit tous à la maison. Avoir un animal comme on a un enfant, c'est un changement de vision majeur. 2 raisons principales à cela. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. La première raison, c'est qu'on a des enfants de plus en plus tard, donc on a du temps pour s'occuper d'un animal domestique. La seconde, c'est qu'on vit de plus en plus vieux et souvent de plus en plus seul. Elle va rester là 1 heure. Il se demande parfois ce qu'il deviendrait sans sa chienne. Serge considère Zoé comme son petit trésor. 2 fois par mois, il offre une mise en beauté totale à sa princesse. Tu la veux comment, Zoé, aujourd'hui? On m'a dit que pour aujourd'hui, flocon de neige. La semaine prochaine, il faut que tu coupes 3 cm. Est-ce que vous pensez parfois que vous avez pour Zoé un amour un peu déraisonnable? Ça dépend ce qu'on appelle déraisonnable. Parce que j'achète des choses trop chères ou de la viande comme pour nous. Ça serait peut-être un peu déraisonnable. Oui, bon.
Mais moi, je dis que c'est mon plaisir, puis c'est le sien. Alors, bon, si c'est déraisonnable, eh ben, j'accepte. Les magasins pour animaux explosent et l'offre s'étoffe. Dans ce magasin, par exemple, situé dans un quartier populaire genevois, on propose un choix quasi infini de nourriture, de vêtements, mais aussi d'accessoires. La Suisse compte environ 4 millions d'animaux domestiques. Il y a près de 25% de minets en plus en 10 ans. Et les toutous, c'est plus 7,5%. C'est dire que le marché ne cesse de se développer, et même si tous les prix ont considérablement augmenté, pas grave, la demande est toujours au rendez-vous. L'animal est roi, et le passage par le salon de beauté quasi incontournable. Ce que vont chercher les gens chez nous, ça va être le conseil. Donc ça peut très vite être pointu, que ce soit en termes de nutrition, d'habillement, de laisse ou d'accessoires. Les gens veulent le meilleur et ils s'attendent à trouver ce qu'il faut. Ce que je perçois très nettement, c'est que j'ai pas le droit à l'erreur. Alors Nalouche, du coup, on prend quelle? Celle-là, Nalouche? Celle-là, elle est résistante. Elle squeeze. Elle squeeze aussi? C'est quoi ça? Celle-là, elle squeeze bien, celle-là. Hein, c'est quoi? Ah ok, très bien. Très bien. On l'a choisi. Très bien. Celle-là, ça va? Pendant ce temps, là-bas au fond, Zoé devient flocon. Bah attends, je vais voir si elle est prête, j'arrive. Mais vas-y, je t'attends. Hop, viens là, viens là. Allez, viens là, viens vers papy. Viens voir, viens montrer comment tu viens. Viens là. Allez, hop. Oh mais comme elle est belle. Mais qui c'est qui t'a fait si belle? Mais comment t'as fait? Zoé, comment t'as fait pour être si belle? Elle est où? Zoé, qui c'est qui t'a fait si belle? Oh, il y a beau, Ça fait 36,80 s'il te plaît. Merci beaucoup. Ouais, je t'en prie, merci à toi. À tout bientôt. Passe un bon week-end. Merci à toi Ciao, aussi, ciao. bye bye. Je peux pas vous dire que c'est comparable à l'arrivée d'un enfant parce que je n'ai pas encore d'enfant, mais pour moi, je la considère vraiment comme un membre de ma famille, genre limite ma petite fille. Ainsi, au fil des ans, l'animal est devenu un enfant. Mais alors, que devient le vétérinaire? Avant, des chats, il y en avait que dans les fermes qui buvaient le lait des vaches et qui mangeaient les souris. Et maintenant, les chats, ils sont dans les appartements avec les gens. C'est bien aussi, ils apportent quelque chose, c'est super. Mais la relation à l'animal a complètement changé. Les gens se sentent parents de leurs animaux. Et ça nous rend la chose difficile. Alors, on fait le tour. La plupart des vétérinaires généralistes sont confrontés à cette problématique. Il y a les couples qui n'ont pas eu d'enfants et qui prennent un animal qui peut prendre, pas toujours, hein, mais des fois l'animal il prend vraiment la place du bébé. Et ça c'est quelque chose qui est compliqué pour moi. Et je pense que si quelqu'un me parle de son bébé à la première consultation, je ne suis pas sûre que je vais continuer de suivre cette personne. Parce que ça nous met une pression dès le départ. J'ai eu ça, justement, ça s'est mal fini. Et je me suis dit, à la prochaine personne qui me dit « c'est mon bébé, il ne faut rien qui lui arrive », je lui dirais « je suis allée dans un centre de spécialistes ». Parce que dès le départ, on nous met une pression. Alors, ça... L'animal est un enfant, le vétérinaire devient pédiatre. Et pour son enfant, même à 4 pattes, on veut le top des soins. Vous allez bien? Bien et vous? Ouais, comment va Sakura? Luc Borrer, président de l'Association des vétérinaires genevois, a visé très haut, en ouvrant avec quelques associés une clinique vétérinaire d'un genre nouveau. Bien sûr. Assurément, elle en jette. Une 50aine de collaborateurs, administratifs, assistants et médecins, s'activent entre les 2 étages de l'établissement. L'univers est high-tech. Ici, tout transpire le geste précis et la performance. Nous sommes à Vet Spécialiste, une clinique de vétérinaires experts de très haut niveau. Chaque spécialiste a son domaine médical. C'est-à-dire qu'on peut avoir la chirurgie, la dermatologie, l'ophtalmologie, la cardiologie, la physiothérapie, médecine du sport, médecine de la reproduction, etc. Donc c'est vraiment quantifié, enfin c'est vraiment
séparés par domaine. Chacun a vraiment sa spécialité et ne travaille que là-dedans. La hanche sort de son logement d'au moins 2 cm. Donc on va l'opérer, hein, ce chien. Cette armada vient en soutien des vétérinaires généralistes, tout comme dans la médecine humaine. On vous présente Nolinski, le spitz tout blanc qui est sur le billard. On va soigner sa petite papate grâce à une ablation de la tête du col fémural. L'opération sera parfaitement réussie. Et ton cas, qu'est-ce qu'il a? L'anesthésie a tardé à faire son effet. Ce patient cocker est envoyé par son généraliste parce qu'il boite. On soupçonne une dysplasie des hanches, ce que va finir par confirmer la radio. Mais à voir tout ça, on peut éprouver un léger malaise. Tant de sophistication pour des animaux de compagnie, est-ce vraiment justifié? S'il y a cette demande, si les gens nous demandent mais est-ce qu'on peut encore faire quelque chose pour notre animal, et qu'effectivement, d'un point de vue purement technique et médical, on peut le faire, alors c'est pour ça qu'on peut commencer à proposer de le faire. Le problème d'aller pousser beaucoup plus loin dans la médecine, c'est qu'automatiquement ça engendre des coûts plus élevés. On utilise des appareils bien plus spécifiques qui sont coûteux puisque ce sont les mêmes appareils qu'en médecine humaine et que nous on doit acheter au même prix qu'en médecine humaine, donc on doit bien aussi pouvoir les rentabiliser. Par carte? Oui, s'il vous plaît. Aujourd'hui, combien vous avez payé? 660. Mais il y a quand même eu, pas une radio, mais une prise de sang et tout le contrôle autour de son cœur. Je m'attendais à ce prix-là. Bon, le mari, il n'a pas trop aimé aujourd'hui, mais je l'ai prévenu, donc ça va. En clair, c'est cher. Une opération, par exemple, d'une prothèse de hanche, on parle ici de prix entre 5 et 6 000 francs. Pour une opération de la cataracte, on parlerait autour d'une opération qui irait jusqu'à 3 000 francs. Après, ça dépend ce que ça comprend, hein, et ça comprend aussi les contrôles subsidiaires, etc. Comme souvent, les sous, c'est ce qui fâche. Les propriétaires veulent absolument soigner leur animal comme si c'était un enfant, très bien. Mais au moment de payer, ils se disent que finalement, c'est quand même juste un animal. Les gens ne se rendent pas compte, en fait, justement, qu'ils ont cette demande, ils veulent soigner à tout prix leur animal parce qu'ils sont dans le désarroi, ils le voient souffrir, ils aimeraient pouvoir faire quelque chose pour leur animal à qui ils tiennent. On voit très fréquemment quand même une réaction, on va dire, de défense de la part des gens, surtout pour ceux qui ont des problèmes financiers et qui, de temps en temps, nous mettent beaucoup de pression parce qu'ils nous accusent un petit peu de vouloir se faire de l'argent sur leur dos. Cet aspect financier, de devoir toujours justifier nos prix, de devoir toujours expliquer et se retrouver face à beaucoup on va dire, de résistance de la part des gens, ça peut être très usant, oui, avec les années. Ah, super. Il existe des assurances pour les animaux de compagnie, mais la pratique est encore peu répandue en Suisse. Ici, on paye cash. Et c'est justement parce qu'on voit ce qu'on paye qu'on exige, parfois jusqu'à l'excès. Il y en a qui partent du principe que s'ils payent beaucoup, eh ben, ils doivent avoir un résultat. Sauf que dans la médecine, on ne peut pas garantir ça. Et il y avait une fois une personne qui a clairement dit que son chien était comme un enfant pour lui et que s'il lui arrivait quelque chose, il me tuait. Donc voilà, ça c'est des choses qui marquent. Les menaces et la violence sont encore très rares en Suisse, mais elles existent de plus en plus selon nos interlocuteurs. Les clients agressifs semblent hélas oublier l'essentiel. Les vétérinaires vont tout faire pour éviter l'échec thérapeutique, parce qu'ils sont médecins avant tout et qu'émotionnellement, ils sont impliqués. Voilà, doucement chérie, doucement. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. T'inquiète pas. Au début, on est très affectés. On a beaucoup de mal à mettre de la distance entre ce qui devrait être un travail et alors c'est pas vraiment un travail, hein, c'est une passion. On voit vraiment la veine pulmonaire qui est On remplie de la régurgitation. peut avoir des moments de frustration,
de chagrin, ça peut même aller, des choses qui nous touchent énormément, où on a l'impression de ne pas avoir fait assez, de ne pas avoir fait comme il faut, on se remet en question. Moi, je me souviens de m'être levée la nuit en me disant j'aurais pas dû faire ce traitement-là, j'y repense, ça me stresse, je rappelle les gens le lendemain. Puis petit à petit, on s'habitue un petit peu plus, heureusement, parce qu'autrement, on aurait de la peine. Mais c'est vrai qu'on s'habitue jamais trop à la souffrance des gens. Ça, c'est toujours quelque chose de difficile. On l'a dit, la détresse des vétérinaires commence à interpeller au début des années 2000. Et c'est aussi à cette période-là qu'Internet et son bras droit Dr Google s'implantent dans nos vies. Dr Google, on a plusieurs problèmes avec ça. Je vais le faire aussi. Mais les gens, quand ils ont leur animal qui a des symptômes, ils vont aller taper sur Google. Qu'est-ce que ça peut être? Et puis, ils arrivent des fois très inquiets. Alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Donc ils arrivent dans un état émotionnel mais énorme. Et en plus de notre travail de vétérinaire, on doit persuader la personne que son chat, il n'a pas du tout ce qu'il a lu. Mais les gens, ils se mettent dans un état parce qu'ils vont lire des choses. Donc on a une étape, ça nous ajoute une étape en fait. Le propriétaire arrive avec une idée. Alors on doit dire au propriétaire, non, je pense vraiment pas que c'est ça. Puis après, on doit trouver quand même ce qu'il a. Donc c'est un peu du temps perdu avec Dr Google. Non, pas plus que ça. Il mange un petit peu si on lui met dans la main. Ouais. Mais il y a plus grave que la seule perte de temps. Internet est à l'origine d'un nouveau fléau. Il y a cette idée de mettre des notes Google aux praticiens. Et c'est vraiment quelque chose d'arbitraire et un pouvoir. Moi, il y a quelques semaines, j'ai une cliente qui m'a mis une étoile Google et je l'ai appelée pour comprendre. Je lui disais, mais pourquoi vous ne m'avez pas appelée pour me dire que vous n'étiez pas contente et pourquoi vous avez mis ça en 10 mots sur Google? Et elle me dit, mais parce que j'ai le droit. Donc il y a ce droit, ce pouvoir un peu arbitraire de décider de la valeur des gens. C'est une pression. C'est vrai qu'avant le développement de ça, quand un client n'était pas content, ça faisait un petit peu le tour du village, éventuellement. Enfin, voilà, ça ne prenait pas des proportions qui aujourd'hui peuvent être démesurées. Effectivement, aujourd'hui, on peut assister à ce qu'on appelle un bashing sur les réseaux sociaux parce que les publications vont être partagées et des gens des quatre coins du pays, voire plus, vont se mettre à commenter quelque chose. Moi, c'est un système que je comprends pas. Je comprends pas qu'on puisse juger un médecin face au monde entier. C'est un stress. Il y a des Vous le vétérinaires vivez comme un vont... stress. Quand je vais voir, je me dis, qu'est-ce qu'il y aura chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu pas content, on se dit, ça y est, on va se prendre une étoile. Donc c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup peur, en fait. Là, je prends un petit peu de la distance, parce que je me dis, finalement, les gens, s'ils regardent que ça, tant pis, ils n'ont pas leur place ici. Et ce qui est difficile pour nous, c'est la vitesse à laquelle ça va. Parce que moi, si je prends 30 minutes pour faire une consultation, un avis Google, c'est 2 minutes ou 1 minute. Donc on n'arrive pas à suivre cette vitesse-là. Ce bashing, nous, on n'est pas formés. Moi, je ne suis pas un chargé de communication et je n'ai pas de chargé de communication dans ma petite PME. Le bashing, ça tue des vétérinaires. Une vie de vétérinaire peut donc trop souvent finir mal. Le problème, c'est que ça ne commence déjà pas très bien. Une enquête menée récemment souligne que les étudiants en médecine vétérinaire sont les plus déprimés. En cause, la dureté du cursus et la très grande sélectivité, qui plus est en allemand, puisqu'ils ne peuvent étudier qu'à Zurich ou à Berne. Alors quoi? Ceux qui optent pour des études de médecine vétérinaire seraient-ils moins solides que les autres? Alors, appliquez dans l'oreille droite matin et soir pendant 10 jours. Et puis vous pouvez mélanger un petit peu avant de vous mettre. Okay. Quand on a envie de soigner les animaux, on est, je dirais, dès au départ un peu hypersensible, en pâte aussi. Donc on part déjà un petit peu fragilisé. On est aussi des gens qui sommes pointilleux, hyper exigeants de soi-même. On aime faire les choses bien. Il y a énormément de vétérinaires qui ont le syndrome de l'imposteur parce qu'on a peur de se tromper. Et si on ne se trompe pas,
c'est de la chance. Donc ça, c'est aussi... Enfin, j'ai du recul maintenant. J'arrive à me dire, j'ai posé le bon diagnostic, j'ai donné le bon traitement, l'animal va mieux grâce à moi. Mais pendant des années, si ça allait pas, j'étais nulle. Et si ça allait bien, j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Donc là, on a un petit peu tout le cocktail pour que ça détonne. Des étudiants fragilisés et surtout trop peu nombreux. Ils ne sont qu'une petite centaine à obtenir chaque année leur diplôme fédéral, alors qu'il en faudrait plus du double. Et seuls 60% de ces diplômés vont pratiquer leur métier, les autres vont s'orienter ailleurs, vers l'industrie pharmaceutique par exemple. Et ça, pour Wolfgang Huber-Sachs, c'est un problème très concret. Savon, solution Wolfgang. Juste, tu as... Mais arrêtons tout. Le grand-duc fait un arrêt cardiaque. Piqûre d'adrénaline. Un Q-tips mouillé. Ouais, respire. Voilà. Je le remets pas sous gaz, hein. Voilà. Reprenons. Wolfgang a donc un problème parce qu'il est une espèce en voie de disparition. À 71 ans, il voudrait remettre son cabinet à quelqu'un partageant sa même philosophie de vocation absolue et d'engagement total. Seulement voilà, il ne trouve pas. J'ai cherché en Suisse, j'ai cherché en France, j'ai cherché en Europe sur LinkedIn pour des milliers de francs. J'ai eu des annonces du sud de l'Inde, j'ai eu des annonces d'Égypte, mais il n'y a personne vraiment qui a dit « Ah oui, ça m'intéresse, j'aimerais bien reprendre un cabinet et puis j'aimerais bien m'investir à fond ». Les jeunes aujourd'hui, je parle avec les jeunes vétérinaires ici, je parle avec leurs copains, ils disent « non, moi j'aime trop le sport, le week-end je veux congé et puis j'aimerais bien faire autre chose que le métier ». Et puis c'est ça, un changement fondamental entre nous, qui étions ravis de travailler jour et nuit. Et aujourd'hui, le métier est devenu un job. Tu veux un café? Ça veut dire qu'on trouve quasiment plus personne aujourd'hui qui veut travailler à 100%. Qui sait, c'est peut-être le début de la sagesse. Reste quand même à temps partiel, l'engagement est bien là. Tous les vétérinaires rencontrés nous ont dit avec force leur passion pour le travail, l'amour des animaux, le goût des contacts humains. Mais n'empêche, il y a le burn-out, les clients toujours plus exigeants, la vie privée quasi inexistante, la concurrence d'Internet. Un jour peut-être, il y aura des solutions collectives. Pourquoi pas une faculté en Suisse romande ou un système de supervision pour vétérinaires stressés. Mais en attendant, chacun y va de son petit remède personnel. Dans les mesures après mon craquage, mais salvatrice, c'est de poser mon téléphone au salon le soir à 21h en mode avion et je vais me coucher sans le téléphone. Waouh, ça c'est un luxe. En fait, Vanozza s'est construit une véritable muraille de garde-fous. J'ai commencé la méditation qui m'a fait premier pas, je dirais, dans la prise de recul par rapport à mon travail. Et puis, je continue maintenant mon chemin. Et je me rends compte que c'est mon cerveau, quelque part, qui crée tout ça. Donc j'essaie de me détacher de mon cerveau qui crée tout ce stress, que les journées seront les mêmes, que je me mette dans des états pas possibles ou pas. Enfin, elles ne seront pas les mêmes, justement. Donc là, je fais beaucoup un travail sur moi, sur cette fatigue mentale. Et puis là, je reprends pied, alors ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. C'est pas encore... Il y a des journées qui sont vraiment très chargées, où je sens que... Bon, il y a des sollicitations, mais vraiment constamment. Et je me dis, il ne faut pas 2-3 jours comme ça à la suite, avec une mauvaise nouvelle, avec un reproche d'un client, ou parce que là, ça va repartir. Vous pensez que vous finirez votre parcours professionnel en étant vétérinaire? Je ne suis pas sûre. Je ne veux pas prévoir l'avenir parce que je vais vers le mieux, mais c'est peut-être parce que je vais vers le mieux. Si j'étais partie il y a 2 ans, ça aurait été clairement une fuite, un échec. Enfin, je serais restée vraiment... Je pense
Je pense pas que je finirai ma carrière en tant que vétérinaire. Mais je suis pas encore prête à partir parce que j'ai vraiment envie d'arriver à prendre cette distance, à me mettre un rythme et à transmettre aussi mon cabinet à un futur vétérinaire. Mais je crois pas que je tiendrai jusqu'à 60 et quelques années. Pour protéger au mieux le bien-être des collaborateurs, la clinique genevoise fait elle aussi son maximum. Le système de garde, par exemple, a été externalisé pour éviter de mettre les gens KO. Et d'autres mesures ont aussi été prises. On essaie d'être à l'écoute. On essaie vraiment d'être à l'écoute. Si on voit que quelqu'un, même s'il ne nous en parle pas directement, mais si on voit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas bien, on va essayer de chercher la communication, de chercher la discussion. On va essayer de mettre en place surtout des respects par rapport à la fatigue. On va essayer quand même de ne pas pousser les gens jusqu'à bout. On va leur proposer, on a ici des zones de repos pour qu'ils puissent aussi se reposer d'une manière confortable. On essaie d'éviter si possible les heures supplémentaires, bien qu'elles sont inhérentes quand même à notre métier, mais pour pouvoir aussi les laisser partir à l'heure. Il va bien, il marche, il joue, il promène. Oui, il aboie beaucoup. Il aboie beaucoup. Même si ça a l'air de pas grand-chose, il faut bien... Quant à Benoît, dans sa petite structure indépendante en Valais, il fait aussi de son mieux pour ne plus craquer. Je me suis rendu compte que je devais vraiment veiller à moi, veiller à planifier des vacances. Quoi qu'il arrive, tous les 3 mois, prendre une semaine de vacances, c'est hyper important. Parce que sinon, on peut travailler comme indépendant non-stop. Dans les choses que j'ai décidé de faire, c'est de reprendre une formation en accompagnateur en randonnée. Ça peut être une porte de sortie, bien sûr, ou ça peut être complémentaire ou une manière d'évoluer. Et moi, je me vois tout à fait à l'aise de soigner un animal le lundi et le vendredi après, aller promener avec ses propriétaires en montagne. Pas quelle raison, mais... Benoît pourra peut-être bientôt se promener en toute tranquillité. Il se pourrait bien que la relève dans son cabinet soit assurée. Laure d'Andiran, fraîchement diplômée, signe chez lui son premier contrat. Mais c'est cool, merci bien, ouais. Ça me fait plaisir. Dans l'entreprise. Le premier job de mes rêves, vraiment, quand j'étais petite, je me disais « Ah, plus tard, je suis vétérinaire. » Enfin, je serai vétérinaire. C'est vraiment... toute ma vie, j'ai voulu être vétérinaire. Et puis, au fil des années, après, on se rend compte aussi qu'il peut y avoir des points négatifs et que c'est peut-être plus difficile que ce qu'on idéalise quand on est petite. Mais c'est vrai que c'était le rêve de ma vie. Ce premier contrat est à temps partiel. Je ne connais personne qui travaille à 100% parce qu'il y a aussi le service de garde qui rentre en compte, etc. Même si on n'est pas sur un 100%, on a quand même des gardes à côté et on a vraiment besoin de notre temps à nous. Et justement, ce jour off est nécessaire, je pense, dans le métier. Est-ce qu'on travaille mieux quand on travaille moins ? En tout cas, depuis notre tournage, Benoît a fait un peu le ménage dans sa vie professionnelle. Avec quelques confrères, il a mis sur pied un groupe de parole où ils peuvent dire leur stress et leurs difficultés. Une façon comme une autre d'aller vers les lendemains d'un pas un peu plus serein.